bienvenue dans Rankings, l'émission qui classe les rois de France. Je suis Périclès et je suis ravi de vous retrouver en cette veille de Noël où règne un esprit de fête, bien évidemment. Et pour avoir cet esprit de fête, j'ai réuni autour de moi des historiens qui sont prêts à en découdre, mais dans la joie et la bonne humeur comme d'habitude. Alors à ma gauche, on l'appelle le Père Noël et il est identifiable avec sa barbe fournie, sa hotte pour distribuer les bons points. Bonjour Kitestorm, comment vas-tu? Ça va et toi? Bon, ça a l'air d'aller, on a l'impression qu'on te réveille là, que tu sors de ta grotte du Père Noël. Eh ben, c'est exactement ça. À ma droite, le Saint Nicolas Messin, accompagné du Père Fouettard, pour distribuer les coups de bâton, bien sûr, Stanislas. Salut Stanislas, comment vas-tu? Ça va et toi? En forme? Très très bien. Écoute, tu vois la tête, hein, en pleine forme, tu vois, dans cette veille de Noël. Les vacances sont là, heureusement, parce que ça commence à piquer. Ah bah, je vous rappelle, hein, chers auditeurs, que vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur X, que vous pouvez nous retrouver sur le Discord, hein, on vous mettra les liens. Maintenant sur YouTube, hein, c'est officiel, hein, puisque nous avons lancé notre page sur YouTube, où vous pouvez voir nos tronches, enfin, presque toutes les tronches, bien évidemment, mais il y aura des surprises à la rentrée, ne vous inquiétez pas. Quand je dis la rentrée, hein, c'est dans cette belle année 2024 qui arrive bientôt. Et voilà. Et puis du coup, bah écoutez, ce que je vous propose, tout d'abord, c'est de faire un petit retour, et ça c'est Kay qui va nous le faire, sur le roi précédent, et comme ça nous rappelle les règles du rankings, c'est-à-dire comment on fonctionne pour notre classement. Je te laisse la parole, Kay, à toi. Alors c'est très facile, le classement il va de la lettre S comme spécial à E, spécial c'est vraiment le top du top, et E c'est quand t'es le pire. On passe aussi par la lettre A quand t'es un très bon roi, la lettre B quand t'es un bon roi, la lettre C quand t'as pas apporté grand chose ou que ton bilan est très contrasté, et la lettre D c'est que t'es un mauvais roi, et on a eu pas mal de rois déjà. Et ouais, ça commence à faire pas mal, hein. Et du coup, le dernier roi, c'était qui? Rappelle-nous. Le dernier roi, c'était Charles X, et il a été classé comme un mauvais roi. Ouais, ça sentait un petit peu la charcuterie, comme dirait notre bon Stanislas, ici présent. Il est assez fan de Charles X, hein, il a un peu le même style vestimentaire. Alors, vous nous demandez souvent quels sont les critères de notation, parce que c'est bien de classer des rois, mais quels sont les critères? Alors là, j'ai essayé de les lister, on essaie d'en faire quelques-uns. Bien évidemment, vous pouvez en rajouter, mes chers historiens, si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Ils sont larges, on va dire, et c'est générique, mais c'est beaucoup, vous comprenez bien où est-ce qu'on intègre en fait les éléments et les arguments que nous utilisons pour classer. Alors, 3 critères importants. Tout d'abord, c'est sa vision et sa politique intérieure, hein, comment il gère le royaume en interne, bien évidemment. Ensuite, deuxième critère, ça va être plutôt la politique extérieure, comment il gère le royaume, comment il va développer le royaume, est-ce qu'il y a des guerres contre les voisins, comment il gère toute cette situation, en fait, effectivement, à la diplomatie extérieure. Et enfin, et ce qui est important, ce qui fait un peu la synthèse de tout ça et qui va nous permettre de faire un peu la rubrique un peu fourre-tout, parce que ça peut être aussi sa relation avec les autres, son état d'esprit, son intelligence aussi, mais ça va être comment il récupère le royaume, hein, c'est-à-dire comment on lui a laissé, qu'est-ce qu'on lui lègue, et comment il le rend, et voir s'il est mieux qu'avant ou pas. Voilà. Est-ce que ça vous va, ces trois points, on va dire, qui sont un petit peu les éléments qu'on retrouve dans tous nos épisodes, et que je voulais bien synthétiser pour que ce soit le plus clair possible pour nos auditeurs? Il y a aussi ce qu'il laisse et qui dure un peu, les choses qui font postérité. Effectivement. Ça va effectivement dans cette troisième rubrique, hein. Effectivement, ça va être Après, sur le leg direct, il faut quand même pas oublier que lui, il a pas une vision de par exemple de son abdication. D'accord? Donc c'est comme, je reviendrai sur Napoléon, il sait pas qu'il va perdre la fin de ses guerres. Ouais. Donc faut être quand même, faut avoir ça en tête pour pouvoir juger un roi. C'est comme Charles X, quand bien même c'était quand même ça reste un mauvais roi selon moi. Il sait pas qu'il va abdiquer, donc il sait pas qu'il va laisser le royaume dans cette situation. Hein, la vision à long terme elle est quand même très très difficile. On n'est pas sur des quinquennats, etc. Donc pour eux, ils vont continuer à régner. Et ça, je pense que c'est important de se le rappeler quand on va les noter en fait.
Et c'est bien que tu soulignes ça, effectivement. On n'est pas dans Retour vers le futur, hein. On n'a pas une petite machine pour voyager dans le temps et savoir ce qui va se passer derrière. Donc ça, c'est vraiment important. Et peut-être que d'un point de vue historique, tout ça, c'est toujours important de se dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Parce que si on savait, ben, on ferait peut-être pas la même manière. Donc Exactement. voilà, faut vraiment se mettre à leur portée, à leur place à l'époque, en se disant, bah voilà, ce qui se passe. Rien n'empêche, pourtant, après d'avoir une analyse, nous, un peu de recul pour voir ce qui s'est passé derrière. Effectivement, en conclusion, je vous l'accorde. Je suis assez d'accord. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous vouliez ajouter des choses ou est-ce que c'est bon pour vous? On va C'est voir. parti, moi je suis prêt. Eh ben écoutez, ben on est parti pour notre roi du jour. On leur coupe la tête! Eh ben écoutez, c'est parti. On va parler effectivement de Louis-Philippe, hein, donc qui va succéder à l'impopulaire, comme on l'avait dit, hein, Charles X. Où on avait expliqué, hein, ça avait été un petit peu compliqué, mais on va voir que c'est vrai que lui c'est un roi qui est un peu différent, comment dire moderne, mais pas dans le sens moderne comme on l'entend, c'est-à-dire de l'époque, hein, mais plutôt qui veut révolutionner peut-être des choses, ou en tout cas se mettre au goût du jour et surtout pas faire la même chose que ce qui avait été fait avant. Par exemple, installer une monarchie constitutionnelle. Hein, alors ça va être compliqué aussi. Pourquoi? Bah parce que il est dans une période d'instabilité, donc c'est compliqué aussi pour lui. C'est ce que je disais, il va essayer de revenir dans son temps, contrairement à celui d'avant qui essaie de revenir à ce qu'il y avait avant. Et il va par exemple essayer, ce qu'on va voir, renoncer au sacre. Il se fait reconnaître comme le premier roi des Français à pas tenir son pouvoir uniquement de Dieu, mais également du peuple. Donc, dit comme ça, vous voyez, c'est plutôt un roi qui a l'air, qui sent bon, vous voyez, la marmelade et les croissants chauds, vous voyez, comme ça. Mais pourtant, on va voir que c'est pas forcément le cas. En tout cas, je ne sais pas. Est-ce qu'on se rapproche plus effectivement du bon roi ou de l'excellent roi, ou plutôt de la saucisse de Toulouse cuite dans son jus? Et ben pour savoir ça, je laisse tout de suite la parole à Stanislas qui va commencer les hostilités. Je me tais et on t'écoute. Alors ça sent plutôt, je dirais, la jelly à l'anglaise, parce que pour moi, Louis-Philippe, il exerce le pouvoir dans un régime qui se rapproche plutôt d'une monarchie parlementaire à l'anglaise. Et en fait, ça va être le fruit du compromis qu'il essaie de mettre en place. Et ça va être aussi la raison pour laquelle je trouve que c'est un roi qui règne, mais qui ne gouverne pas. Donc au niveau de l'exercice du pouvoir, je trouve que c'est assez compliqué de le juger. On peut le juger par le choix des personnages importants qui nomment pour diriger le royaume. Hein. Parce que quand on parle de cette période-là qu'on appelle la monarchie de Juillet entre 1830 et 1848, c'est pas forcément le nom de Louis-Philippe qui nous vient en tête, c'est plutôt Guizot ou Adolphe Thiers, hein, des personnages qui ont régné. Bon, pour Thiers, on le retrouvera plus tard. Donc, effectivement, quand il prend le pouvoir en 1830, alors de par son histoire et l'histoire familiale, il a ce côté moderne entre guillemets, en fait, un peu révolutionnaire, hein, puisque son père Philippe Égalité a voté la mort du roi. Donc il a ce côté-là un peu progressiste entre guillemets. Mais finalement, on va se rendre compte que tout au long de l'exercice de son exercice du pouvoir, il n'est pas si moderne que ça. Donc je pense que Louis-Philippe, finalement, on va avoir du mal à le juger. Bah, il prend certaines décisions, on verra notamment sur la politique extérieure où il est pas si mauvais que ça. Mais c'est quand même assez difficile à juger sur son exercice direct du pouvoir, parce que il est soumis entre deux forces, hein, déjà entre trois forces. Il y a des républicains qu'on voit pas trop, mais qui sont quand même là d'une manière sous-jacente. Et il y a deux côtés royalistes. Hein, il y a un côté qui est vraiment pour une monarchie constitutionnelle à l'anglaise, hein, qui s'appelle le mouvement. Et il y a un côté un peu plus réactionnaire, les orléanistes. Et il est pris un peu entre ces deux mouvements et il sait pas où aller. Hein, et donc c'est un roi que j'ai du mal à juger sur la manière dont il exerce le pouvoir. Ben merci Stanislas pour cette présentation générale. On va demander la même chose à Kate Storm du coup qui nous dise en quelques mots effectivement ce qu'il pense du roi. Et après on reviendra effectivement sur les trois critères dont on a parlé, plus en détail sur la politique intérieure, sur son extérieur, et puis après on verra sur qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il lègue. Mais je te laisse la parole Kate Storm pour que tu nous donnes effectivement ton ressenti général sur ce monarque. Alors, pour moi, ce monarque, il faut déjà comprendre pourquoi il a accédé au pouvoir. Il n'aurait pas dû accéder au pouvoir parce que Charles X avait plusieurs héritiers et au moment de démissionner, Charles X
il donne une lettre à Louis-Philippe en disant tiens, va dire au Parlement que j'abdique en faveur de mon petit-fils. Et Louis-Philippe, il lui met une disquette, il lit pas la lettre là, et il se fait lire lieutenant général, donc c'est un peu une petite fripouille. Et la raison pour laquelle Louis-Philippe... Pas si bête que ça, hein, finalement, Non, lui, en tout cas. c'est un chacal, mais comme beaucoup de rois qu'on étudie. Et pourquoi Louis-Philippe il est pris? Parce que Louis-Philippe il représente la faction qu'on dit la plus libérale. Au final, la défaite de Charles X, c'est le dernier quasiment sursaut d'orgueil de la noblesse dans la lutte des classes qui l'oppose à la bourgeoisie. Et Louis-Philippe, il est pris justement parce qu'il est censé défendre les intérêts de la nouvelle classe bourgeoise et de pouvoir qu'elle ne lâchera plus jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on y est toujours. Et c'est pour ça qu'il prend le pouvoir. Et d'ailleurs, ça va être le premier roi, entre guillemets, bourgeois. C'est-à-dire que avant Louis-Philippe, tout le monde dans la société tente d'imiter la noblesse, donc dans ses coutumes, dans son style de vie. À partir de Louis-Philippe, la société, le modèle, c'est la bourgeoisie. Par exemple, c'est très connu pour ça, il a un train de vie plutôt modeste, sa femme ou ses filles travaillent à la maison. Quand j'y travaille, elles font de la couture, hein, je veux dire, elles coupent pas d'ester de bois. Et ce modèle qu'on va voir pendant le 19e siècle, très très fréquemment dans la haute société française, haute, vraiment façon de parler, hein, parce que voilà, c'est-à-dire on va avoir des nobles mâles, donc masculins, épousés de riches bourgeoises. La riche bourgeoise amène l'argent en dot, le noble apporte son nom de famille. Et cette mixture sociétale, elle va perdurer jusqu'au début du XXe siècle. Et donc pour moi, Louis-Philippe, c'est vraiment le roi qui symbolise pour moi, en France, la prise de pouvoir de la bourgeoisie au sens marxiste du terme. C'est vrai parce que c'est le dernier roi finalement. Si c'est pas le dernier monarque, c'est le dernier roi. Après, il y a un empereur. Nous, exactement. Pour nous, on dit c'est la même, mais c'est le dernier roi des Français. Roi des Français déjà, effectivement. Ouais. Alors après, ça c'est intéressant. Ouais. Ça va être un des reproches qu'on peut lui faire, hein, c'est cette collusion effectivement avec la haute bourgeoisie, hein, et en fait, il a pas su, mais bon, après c'est compliqué à l'époque, faire la part des choses par rapport au développement du libéralisme. Il a beaucoup avantagé cette grande bourgeoisie, hein, qui recevait dans son château, hein, et je sais plus lequel Rothschild disait je vais voir le roi quand j'en ai envie, hein, et donc il a beaucoup favorisé au détriment de la classe ouvrière qui est en train de se développer, et le royaume va subir certaines révoltes de cette classe ouvrière, et d'ailleurs la dernière va lui coûter son trône. Tu veux dire que c'est pas trop la lutte des classes, quoi. On est vraiment là dans... Enfin, oui, je veux dire, excuse-moi, c'est la lutte des classes, mais je veux dire, c'est pas en faveur, c'est la lutte des classes, c'est ça que je veux dire, en faveur, effectivement, de ceux qui lui ressemblent, quelque part, plus que... On est au début du libéralisme, voire même on commence à pratiquer le capitalisme, hein, peut-être au proto-capitalisme, et donc il n'y a pas forcément de loi, hein, qui légifère en faveur des ouvriers qui sont une nouvelle classe dans le royaume de France, et lui finalement prend le parti du développement, parce que, et c'est certainement là où en fait il faut pas faire l'erreur de le juger en disant que c'est un ultralibéral. Lui on ne sait pas ce que ça fait comme évolution sociale et sociétale le libéralisme en fait. Mais lui prend le parti parce que le développement économique du royaume, pour lui c'est ce qui est le plus important. Donc il prend parti des grands patrons pour développer le royaume. D'ailleurs, il fait pas trop de politique étatique. Il laisse les patrons gérer le développement économique du royaume. Mais pour moi, justement, j'ai parlé de cette bourgeoisie, justement pour parler de sa fin. Il a été choisi car il représentait le candidat le plus favorable aux intérêts de la bourgeoisie.
du moment où sa politique ne sera plus jugée assez favorable, ils le dégageront. C'est ça le fond de l'affaire. Lui, Philippe, la constante de son règne, c'est qu'il va courir après la légitimité. Parce que au niveau de la noblesse, il se heurte aux légitimistes, c'est-à-dire à ceux qui pensent qu'il est entre guillemets un usurpateur. Il se heurte évidemment aux bonapartistes qui voudraient reavoir un des leurs au pouvoir. Évidemment, il se heurte aux républicains. Et au final, sa légitimité est très faible. Et l'un des signes qu'elle est faible, quand il essaye de faire marier l'un de ses nombreux enfants, parce que il en a fait des gosses, Chameau, les grandes maisons ne leur donneront pas l'air gosse, refuseront de s'allier avec lui parce qu'ils estiment que son pouvoir est trop faible. Et c'est pour ça, par exemple, sa fille bien-aimée épouse le roi des Belges. Alors nous, de notre point de vue, on dit, ouais, le roi des Belges, c'est pas mal. Mais à l'époque, roi des Belges, le pays, il a 10 ans, quoi. Je veux dire, c'est un royaume tout à fait mineur. C'est pas du tout le même prestige que si tu te maries avec une princesse autrichienne, voire espagnole, et pourquoi pas anglais, quoi. Donc courir après la légitimité, donc c'est quelque chose qui va le faire pendant ses quasi 18 ans de règne, et il l'aura jamais parce que il n'a pas la légitimité du sang. Les lois parlementaires, les lois électorales, pardon, elles sont tellement grotesques qu'il n'a pas la légitimité démocratique. Il va pas se servir du plébiscite, par exemple, comme Napoléon III. Napoléon III, il va être élu, il va utiliser le plébiscite, il a le nom, etc. Louis X, Bastien Bourbon. Il n'aura jamais cette légitimité. Et du coup, il va toujours essayer de satisfaire différentes factions. Et c'est pour ça qu'il va mener un peu une politique réconciliatrice. Par exemple, c'est lui qui ramène les cendres de Napoléon. Quand il fait rénover Versailles, il fait une galerie des batailles où il célèbre les grandes batailles remportées et par les rois de France et par la Révolution, bataille auxquelles il a participé, et par Napoléon. Donc il essaye un peu d'être vu comme légitime par tout le monde, et au final, il ne devient par personne. Il essaye de faire des choses aussi quelque part parce que justement pour renforcer sa légitimité, comme renforcer les libertés ou abolir la censure, quelque part c'est quand même des choses, des éléments pour le peuple quand même. Ben, Ouais, mais c'est vrai que ça rentre dans la recherche du compromis en fait. Il cherche toujours un compromis pour effectivement avoir cette légitimité. Et là, il va dans le sens il va dans le sens des progrès sociaux. Mais il a pas le choix. Sur certaines lois, il a pas le choix. Et effectivement, si on le choisit, la vraie raison, c'est parce que il y a ce libéralisme qui se met en place. Mais c'est pas la raison qu'on donne au peuple, hein. La raison qu'on donne au peuple, c'est parce que justement, il a joué un rôle pendant la Révolution. Donc, c'est un roi qui va apporter le progrès et qui prend le pouvoir en fait par rapport aux erreurs de Charles X. il a fait partie du club des Jacobins, hein, quand même. Oui, il a combattu. C'était quelle bataille? Il était, Pas je Valmy crois, d'ailleurs? non, je crois pas qu'il était à Valmy, mais il s'est battu sur le front des Flandres pendant les années 1792, 1793. Il a combattu sous Dumouriez, je crois. Après, c'est pas forcément un mauvais politique en quelque sorte, hein, mais il a jamais su finalement imposer entre guillemets sa marque de fabrique, hein. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait de lui, il a quantité de petites qualités, hein, et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il a certainement beaucoup de bonnes petites idées, mais il n'a pas une ligne directrice. Alors peut-être effectivement que le contexte global ne lui a pas permis, Il hein, est, que le contexte à la fois social et sociopolitique, je dirais, ne lui a pas permis d'imposer une grande idée. Peut-être que sa position de départ finalement ne lui permettait pas tout simplement. il arrive C'est au assez pouvoir marrant, très excuse-moi vieux, Kate. Pardon, vas-y Kate, il excuse-moi, je t'ai arrive coupé, au redis. pouvoir extrêmement vieux, il a quasi 60 ans. Ouais, Faut comme beaucoup des comprendre derniers. que 60 ans à l'époque, 95% des rois de France sont morts avant 60 ans, hein. Je veux dire, nous on s'en rend pas compte parce que 60 ans de nos jours, grâce à Macron, ben, on a encore 5 ans à avancer.
Mais 60 ans à l'époque, c'est extrêmement vieux. Hein. Je veux dire, très 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 vieux. Louis XIV, quand il meurt à 74 ans, c'est une anomalie, c'est du jamais vu. Tu regardes les Saint-Louis, les Louis XI, les François Ier, etc. Il n'y en a pas un qui les touche les 60 ans. Ouais, mais là, on est déjà sur, on a quand même quelques progrès au niveau de l'hygiène, hein, au 19e siècle. Il y a quelques, ça commence. Mais ce que je veux dire, c'est que le tournant un peu autoritaire, un peu quand il se rigidifie son régime, c'est parce qu'il a pas loin de 75 ans, quoi, aussi. Oui, 75 ans, c'est très âgé pour les... Louis-Philippe, il a une vie assez extraordinaire. Moi, il me fait beaucoup penser à Napoléon III. C'est deux personnes qui arrivent tard au pouvoir. Ils règnent à peu près 18 ans chacun. Et il a vu le monde. Louis-Philippe, il a été au pôle Nord, il a été aux États-Unis, il a été à Cuba, il a été prof en Suisse. Il a eu une vie mouvementée. Il a été en Italie. Il a fait les campagnes de la Révolution. Il a vécu en Angleterre. Et c'est des rois qui n'ont pas vécu dans des châteaux. C'est des rois qui ont connu la galère, qui ont connu le manque d'argent, etc. C'est des rois qui ont eu une vie très très riche. On les aurait bien vus aller chez Thierry Ardisson raconter leur vie, tu vois, parce qu'ils ont eu vraiment des vies mouvementées. Mais le Louis-Philippe de quand il a 30-40 ans, qui est très libéral, qui est le chouchou, on va dire, de la frange la moins ultra royaliste, c'est pas du tout le même qu'à 75 ans. Et surtout, son grand drame, c'est que l'héritier, le choisi, le bien-aimé, il meurt d'un accident à la con, il se fracasse la tête à cheval, et ça va casser tous les plans. On retiendrait qu'il faut absolument mettre un casque ou une bombe, comme on dit à l'équitation, parce que ça peut faire mal. Ce sera ce qu'on retiendra, Caït, aussi, de cette partie, parce que c'est dangereux. Sur ce tournant autoritaire, faut pas oublier non plus il y a eu un attentat contre lui, la machine infernale. Mais il y en a plusieurs, mais qui tue 18 personnes. Il y a plusieurs attentats. Il y a aussi une tentative de Louis-Napoléon Bonaparte en 1840, hein, avec certains, je me souviens plus lequel, mais un ancien maréchal de Napoléon Ier. Donc il a quand même beaucoup d'adversité contre lui. Et ça peut expliquer cette fin de règne. Je me demande à part Henri IV, est-ce qu'il y a un roi qui a eu plus de tentatives d'assassinat contre lui que Louis-Philippe? Je faudrait voir avec... Je crois qu'il en a eu 7 ou 8. 7 ou 8, faudrait voir Napoléon Ier, je crois qu'il en a eu pas mal aussi. Hein. Ouais, mais c'est dommage qu'elles n'ont pas réussi ça. Mais Louis XIV, c'est le plus, parce que je crois qu'il y a eu une trentaine de tentatives d'empoisonnement recensées. Donc, je crois que le top du top, c'est Fidel Castro, il en a eu pas loin de 700. Ça, c'est parce qu'il parlait trop longtemps. Les amis, j'ai une question du coup qui me taraude là. Je me dis en gros, c'est assez paradoxal. Le français est quand même étrange parce que là, on a un roi qui essaye de s'adapter au contexte, à l'époque en fait, hein, qui essaye de tout mettre, de s'approcher beaucoup plus du peuple que les autres finalement, qui essayaient peut-être plus de revenir à une monarchie absolue. Et on s'aperçoit que quand on est proche, alors quand je dis peuple, c'est pas tout le peuple parce que là, on est plus proche de la frange riche que la frange plutôt pauvre, on est bien d'accord. Mais finalement, quand on essaie de suivre un courant du peuple, finalement, on se retrouve à être pas détesté, mais en tout cas pas apprécié et presque viré, quoi. Alors que peut-être que un roi qui aurait été un peu plus dictate, un peu plus tyrannique, comme on a pu voir, il aurait peut-être plus s'imposer et du coup réussir à mieux gérer la situation. Comment ça se fait en fait ce paradoxe du je m'approche de ce que veulent les gens et finalement les gens me rejettent? Admettons t'es supporter du FC Metz, Barcelone il gagne une Ligue des Champions. C'est compliqué, ouais. Tu t'en fous. Le truc c'est que il est dans son équipe, il n'y a pas grand monde. Comme je disais, il est pas le gars des légitimistes, pas celui des républicains, pas celui des bonapartistes, etc. Donc si tu veux, sa base politique, sa base entre guillemets électorale au départ elle est faible, tu vois, et elle s'accroîtra jamais. Tout à l'heure Stanislas il parlait du début de la classe ouvrière, et non, parce que Napoléon III, quand il veut essayer de prendre le pouvoir, il va écrire un traité de la paupérisation, justement, parce que il y a déjà au début à la fin des années 40
des mouvements très à gauche, gauche comme on l'entend nous. Par exemple, le manifeste du Parti communiste, par exemple, il a été créé en 1848. Les années 30-40, c'est le début du salariat. Alors nous, on s'en rend pas compte parce qu'on est en 2023, mais le salariat, c'est une innovation extrêmement récente dans l'histoire de l'humanité. Et ces grandes évolutions, il faut voir les lois. Par exemple, c'est évidemment, Louis-Philippe, c'est l'essor du chemin de fer. Alors c'est là vraiment où on commence à chemin de feriser toute la France. Mais il faut voir les conditions de travail dans les mines de charbon, dans les mines de fer, etc. Et cette frange immense de la population, eh ben, elle est complètement laissée de côté par les initiatives de Louis-Philippe. Et ce tournant autoritaire où justement il interdit les réunions politiques et donc il va avoir les fameux banquets, etc. Eh ben, il s'aliène le peu de soutien qui lui reste. Ah, mais c'est ce que je disais. La classe ouvrière, elle apparaît à cette époque-là, pendant son règne, là, presque, 1830, 1840, ça apparaît en France. Il y a un peu de retard sur l'Angleterre, voire sur ce qui deviendra l'Allemagne. Et effectivement, il peut pas savoir, en fait. Les premières révoltes, là, c'est même dans les années 1830, sont les canuts à Lyon. Et il faut pas oublier que la révolution de 1848, elle devient une révolution sociale. Et les premières lois de 1848, ce sont des lois sociales. Au-delà de mettre en place une république, on a des lois sur les ateliers nationaux, parce qu'il faut trouver du travail justement à ces ouvriers, à cette classe-là, à ces futurs salariés dont on ne sait pas quoi faire. En fait, ils savent pas comment gérer. Et parce que c'est tout neuf. Alors, petite critique par rapport au chemin de fer. Il laisse effectivement là les grandes entreprises construire les chemins de fer en France, et c'est ce qui a donné cette hyper centralisation, ce qu'on appelle l'étoile Legrand, où finalement tout part de Paris, et pour se rendre, si on voulait faire, je sais pas moi, un Metz-Bordeaux par exemple, on était obligé de passer par Paris. Ce qu'on essaie de corriger encore jusqu'à maintenant. Donc il y avait des bonnes idées, mais ça a été plutôt mal réalisé. Ces chemins de fer. Mais c'est vrai que ce qui est très important, c'est de se rendre compte de ce contexte social et des grands changements qui sont en train de se passer. Des choses qui pouvaient pas finalement, on n'a pas d'expérience à part ce qui se passe en Angleterre, et l'Angleterre est gérée complètement différemment, mais inspire beaucoup quand même son règne. On peut pas savoir ce que vont devenir ces ouvriers qui créent même des nouveaux quartiers, les faubourgs, etc. Et qui créent aussi une nouvelle forme de misère sociale, de criminalité, etc., etc. C'est Louis-Philippe, il est aussi à la fin de son règne, ce que on dit en allemand le Zeitgeist, l'esprit du temps en Europe en 1848. C'est une révolution européenne. Il se fait balayer parce que en Allemagne, en Italie, dans l'Empire d'Autriche, c'est partout. Et c'est les printemps des peuples. Cette lame de fond, elle balaye un peu tous ceux qui ont des pouvoirs faibles, et son pouvoir il est faible. Après là on n'en a pas parlé, mais il est entouré quand même de sacrifices de putes, et au pouvoir c'est quand même les Guizot, les Adolphe Thiers. C'est quand tu penses qu'en France en 2023 il y a des rues qui s'appellent Adolphe Thiers, c'est quand même incroyable. Et c'est quand même des racailles, franchement dans les pires racailles que le Royaume de France ait connu. Tout à l'heure, Stanislas a parlé des canuts. Il y a des massacres incroyables contre justement le peuple au sens où nous on l'entend. Et c'est des dizaines et des dizaines de morts, des répressions, etc. Donc quand ton premier ministre c'est Adolphe Thiers, c'est difficile de pas te révolter, quoi, tu vois. C'est vrai qu'il n'était pas avare de violence, parce que même si on prend le contexte de la colonisation, ce qu'ils font en Algérie, c'est un véritable massacre. C'est un délire. C'est un véritable massacre. Et ils n'ont aucune retenue par rapport à l'exercice de la violence. Mais vraiment aucune. Complètement. Et il faut savoir en plus que c'est pas forcément Louis-Philippe qui insiste pour coloniser, pour continuer la colonisation. C'est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui la gauche, plutôt même le côté républicain qui
qui insiste pour continuer ces colonisations, parce qu'il y a d'autres territoires, ce qu'on appelle l'outre-mer, qui commencent à être colonisés à cette époque-là. Bon, quand bien même la colonisation, ça devient un impératif pour les puissances européennes. Donc d'un point de vue international, c'est plutôt entre guillemets judicieux. Hein. Attention, alors je me permets. Excusez-moi, je vous coupe. Effectivement, donc là on glisse petit à petit dans la politique extérieure. Et si on est un peu organisé, on a fait l'intérieur pour résumer. Finalement, il y a des idées qui pouvaient être assez intéressantes au début, assez compliquées à cause d'un contexte social qui change en Europe et aussi dans le monde. Je te coupe une seconde. Ouais. Pour rebondir juste sur ce qu'a dit Kaïd sur les guizotières, etc. Il faut pas oublier que c'est quand même lui qui les nomme. Eh ben oui. Donc ça, c'est important. C'est important par rapport au jugement qu'on aura de lui à la fin. Je te laisse la parole. Non, voilà. Donc c'était juste pour conclure sur cette partie politique intérieure et reglisser gentiment vers la politique extérieure. Donc c'était plutôt mitigé en intérieur, même si l'idée au départ était une idée. Hein. On peut pas reprocher à des gens d'avoir des idées. Et après, il n'a pas forcément tapé là où il fallait. On revient sur la politique extérieure. Donc vous avez parlé des colonisations qui étaient quand même assez violentes. Et je vous laisse la parole pour la suite. Et je te laisse la parole, Stanislas, que je t'ai coupé violemment, moi aussi. Non, sur les colonisations, il suit ce processus de colonisation qui est en train de se développer dans les puissances européennes. Donc, d'un point de vue géopolitique, ça reste plutôt quelque chose de positif. Attention avec le jugement de l'époque, hein, puisque tout ça nous amène sur la conférence de Berlin à la fin du siècle en 1884, où il faut se tailler la part du gâteau pour être une puissance dans le monde. Hein. Faut pas l'oublier. Mais la manière dont c'est fait, hein, c'est très très violent. En plus, il y a une sorte de compétition entre certains généraux et pour savoir qui va aller rechercher de la gloire en Algérie. Hein. On peut citer le duc d'Aumale. Donc c'est assez violent, mais c'est plutôt positif d'un point de vue géopolitique. Il se rapproche un peu avec l'Angleterre. Hein, il signe un traité avec l'Angleterre. Donc ça, c'est plutôt habile d'un point de vue géopolitique par rapport à tout ce qui s'est passé avec le meilleur ami de Cave Storm, Napoléon Ier. Hein, donc il y a une sorte de réconciliation. Et donc d'un point de vue extérieur, il subit effectivement ce contexte de printemps des peuples qui existe finalement depuis 1830, hein, puisque ça part finalement avec les Belges, et il y a une sorte de lame de fond partout en Europe de ces révolutions des peuples. Gaït, pour toi, la politique extérieure, c'est plutôt intéressant aussi. Est-ce qu'il fait des choses qui fonctionnent alors bien sûr à recontextualiser par rapport à l'époque. Hein. C'est vrai que quand on dit ça, quand on dit la colonisation, bravo, ça développe. Oui, attention, on recontextualise. C'est sûr que surtout c'est très d'actualité de reparler de colonisation et de réfléchir par rapport à tout ça véritablement entre ce qu'il faut tout arrêter, tout boycotter, tout effacer, tout déboulonner ou garder. Là, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là. Nous, on juge par rapport à et c'est très important de le dire. On juge par rapport à l'époque et au ressenti et au contexte de l'époque. Kyle, je te redonne la parole. Non, en fait, c'est ce qu'il fait, c'est la continuité de un peu ce que Charles X a fait et que Louis XVIII a fait, c'est-à-dire réintégrer le concert des nations, c'est-à-dire ne plus être le paria de l'Europe. On va dire, il est un peu le père de l'entente cordiale. Il a une bonne relation avec la jeune reine Victoria, et il va l'inviter en France. C'est la première fois que deux monarques français se rencontrent depuis François Ier, 300 ans auparavant. Donc, et cette bonne relation qui va être aussi continuée par Napoléon III, puis par la Troisième République, ça va donner in fine ce qu'on va appeler l'entente cordiale. Il va pas déclencher de guerre à la con, etc. Donc, sur le plan extérieur, nous, ce qu'on pense, la constitution du second empire colonial, ça a commencé en fait sous Charles X, à la toute fin, parce que la France a récupéré un peu des moyens, s'est remis un peu,
Et donc, il faut trouver des débouchés, parce que le but de la colonisation, c'est quoi? C'est trouver des débouchés économiques aux productions capitalistiques nationales. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de marché libre comme maintenant. Si toi, tu es un vendeur de saucisses à Saint-Malo, bah, tu essayes de les exporter en Angleterre ou en Belgique ou en Espagne, bah, les droits de douane, ils te fracassent. Donc, du coup, tu peux exporter nulle part. Le but des empires coloniaux, c'est de fournir des débouchés à l'industrie nationale. Et c'est pour ça que ça va devenir aussi important. Le problème, c'est que, bon, en Algérie, t'as pas non plus un marché de consommation intérieure de fond. C'est une colonisation, entre guillemets, qui s'arrête, qui est déclarée finie, mais il va y avoir des troubles pendant très 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 longtemps. Et c'est pour ça que l'Algérie va devenir une colonie, et plus tard, ça va devenir des départements français, mais ça va être une colonie de peuplement, à l'inverse de la Tunisie et le Maroc. Et cette histoire d'Algérie, elle va coûter très cher, pas sous son règne à lui, mais en accumulant, elle va coûter cher. Donc, je lui mettrai pas trop de mauvais points, parce qu'il n'a pas déclenché de guerre stupide. Il s'est rapproché, il a un peu rabiboché, lui aussi il a continué l'effort de rabibochage avec les voisins, mais rien de renversant non plus. Bien, ok. Bon, écoutez, on a fait le tour sur la politique extérieure. Maintenant, on va passer sur notre troisième point là, qui est important. C'est il récupère un royaume, il en rend un. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Qu'est-ce que son règne au sens large? Est-ce qu'il est favorable à la France ou est-ce qu'il est défavorable à la France ou est-ce qu'il est mitigé? Ne soyons pas que noir ou blanc, soyons aussi gris. Hein. Ça sert à rien de faire quelque chose de trop, on va dire, caricatural. Je vous laisse la parole. Le problème, c'est qu'il laisse un royaume en révolution, quoi. En fait, finalement, on est sur cette révolution de 1848 qui aboutit à la création de la Seconde République qui va pas durer très longtemps non plus. Hein, alors bon, ça, on en reparlera plus tard. Donc, je dirais que c'est mitigé, puisqu'il fait pas, il fait pas d'erreur fondamentale dans la gestion. Il laisse quand même les grandes sociétés se créer. Donc, il est dans l'air du temps. Il embrasse le libéralisme et le début du capitalisme, mais il y a ce problème-là des classes ouvrières qui va finalement entraîner une révolution et un régime assez instable. Hein, puisque si Louis-Napoléon Bonaparte peut prendre le pouvoir, c'est qu'on a une certaine instabilité dans cette Seconde République qui s'est toujours cherché finalement une directrice. Donc je suis plutôt sur du gris, effectivement, du gris foncé, parce qu'il laisse un royaume en crise. Mais après, ça, c'est ce que je disais au début, il peut pas le savoir non plus tout de suite. Hein, même s'il sent que le vent tourne, il raidit un peu ses décisions, il retourne, et ça c'est assez intéressant, puisque quand on regarde tous ces rois post-révolution française, la plupart durcissent leur régime en fait. On part sur quelque chose d'un peu plus libéral, et plus le temps avance, plus ils durcissent leur régime. Alors, pour des raisons différentes. Il y en a deux, c'est parce qu'ils perdent leur héritier direct, leur fils prodigue, mais ça reste quand même une constante quasiment sur les trois monarques que l'on vient de faire. Kate, Storm? Comme je disais, pour Charles X, il meurt pas sur son trône, il désigne pas son héritier. Donc déjà, en tant que roi, il a échoué ses deux missions principales. Maintenant, et ça dépend de quelle perspective tu te mets, parce que si tu te mets, si t'es là, toi t'es un gars de droite, lui c'est le début du capitalisme au sens où nous on l'entend aujourd'hui en France. Donc tu vas avoir la création de ces grandes sociétés, etc., qui vont commencer à prospérer, mais en même temps, son corollaire, c'est la création d'une masse urbaine,
Je pense que c'est le début, Stanislas, tu me corriges, c'est le début de l'exode rural, du premier exode rural, c'est-à-dire le dépeuplement des campagnes vers la ville, parce qu'il faut fournir en main-d'œuvre les fabriques. C'est le début de ce qu'on va appeler plus tard la transition démographique, c'est-à-dire que les femmes font beaucoup moins de gosses qu'avant. Donc il est au milieu de changements peut-être les plus importants que la société française ait jamais connus, et en même temps il est né en 1773, il est né sous Louis XV, donc tu vois ce que je veux dire, c'est au XVIIIe siècle ça aurait été un bête de roi, mais les changements aussi profonds qu'a fait que la société française, je sais, bon, je sais même pas s'il les a compris, tu vois. Je pense qu'il est mort, il a pas saisi le truc. Maintenant, par rapport à comment il laisse le royaume, bah, il continue l'instabilité politique, parce que depuis 1792, un roi, un consul, nanana. La France, je pense pas que financièrement elle est si mal. Diplomatiquement, elle est revenue à son rang. Pas de guerre à la con. Je pense qu'il se fait balayer par des lames de fond que je sais pas si quelqu'un d'autre aura pu survivre. Quelqu'un d'autre né en 1773 aurait pu survivre. Je pense pas. Je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui subit de toute façon. C'est une lame de fond qui est européenne, voire occidentale, on pourrait même dire. Donc ça dépasse le royaume de France. Cette industrialisation, c'est le libéralisme, le capitalisme, etc. Ça dépasse le royaume. Mais effectivement, il a peut-être pas pris assez en considération ces grands changements, notamment par les personnes qui va nommer et la manière dont ces personnes. Après, il faut voir qu'il change quand même assez régulièrement change de gouvernement, à part à la fin où il y a son durcissement, où il y a une certaine continuité. Donc effectivement, il y a cette instabilité-là qu'on retrouve en France, mais cette instabilité, finalement, elle sera là de 1815 jusqu'à quasiment 1870. Hein. Bon, même si le Second Empire va durer quand même plus longtemps. Mais on cherche toujours un régime politique que certains États ont trouvé. Quand on regarde en Europe, en France, on a du mal à trouver ce rapport entre république, monarchie. Ça reste quand même une problématique politique particulière à la France. Et après, effectivement, c'est un roi qui va abdiquer. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même un roi qui finit en échec. Hein. Puisqu'il meurt, je sais plus quel Storm, il meurt en quelle année. Il vit encore une année. Hein. Il meurt 2 ans. Il meurt 2 ans après. Il va en Angleterre, je crois. Ouais. Il meurt 2 ans après. Donc c'est un gris foncé pour moi. C'est ça, c'est un roi un peu, comme tu disais tout à l'heure, Kate Storm, un peu trop vieux peut-être aussi en termes d'âge et en termes de réflexion pour son temps, qui a été balayé pas tant par les gens que par le contexte et le contexte général d'instabilité et de modernité qui s'installe et de révolution en fait. Mais quand je parle de révolution, c'est la révolution sociale dans laquelle on était, la transformation économique, capitaliste, etc. Donc lui, il est complètement par rapport à ça complètement aux F, quoi. Mais la révolution, non, parce que la révolution sociale qui arrive en 48, parce que la révolution de 1789, c'est pas du tout une révolution de gauche. Pas de celle-ci, hein. Oui, je parle pas de la révolution. Mais celle de 48, parce que qui va arriver au pouvoir en 48? Lamartine, qui est entre guillemets, quand je dis à gauche, c'est au sens où nous on l'entend. Hein. Bien sûr. Ouais, c'est-à-dire que c'est une conséquence de l'iniquité des politiques qui sont menées. C'est-à-dire, c'est à l'époque en France, tu travailles des 70 heures par semaine, les gosses à 8 ans ils descendent dans la mine, c'est des conditions insupportables. Et d'ailleurs, les gens on vit dans des pièces à 15. Oui, voilà. D'ailleurs, c'est très compliqué. Quand nous on imagine le capitalisme le plus crasseux, le plus vulgaire, un peu en mode à la Victor Hugo d'ailleurs, qui est son contemporain, ou à la Émile Zola, c'est Louis-Philippe, ses gouvernements plus les plus infâmes les uns que les autres qui génèrent ça. C'est-à-dire que la révolution est une conséquence des politiques qui sont menées. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement. Donc, complètement.
il est aussi coupable ou responsable de la révolution qui est Bah, bien ambiante. sûr. Je vois ce que tu veux dire. Quand Ouais. tu vois les racailles qui sont nommés, comme on disait. Ah, mais encore, je suis d'accord. Après, encore une fois, voilà, c'est ça. C'est ceux qu'il nomme, effectivement. Et quand je dis, Et- il est un peu acteur, il est pas acteur, il est spectateur de ce qui se passe. Même si, enfin, est-ce que lui, il a la force? Est-ce que c'est un roi, comme on a pu voir avant, qui a conscience de ce qui se passe et qui est OK avec ça? Ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui se fait un peu trimballer ou balader par manque de charisme ou manque de réflexion sur la situation dans laquelle on est? Tu vois la nuance? Oui, mais je pense pas que ça soit. Parce que c'est important, hein. Je pense Souvent, pas que ça on juge le roi aussi, et son entourage, bien évidemment, parce que c'est une conséquence. Mais est-ce Après, que par lui, rapport à son vécu, au voyage qu'il a fait, hein, je crois il allait justement Au en Canada. Amérique centrale pour regarder, pour observer l'esclavagisme, etc. Donc, il devait avoir conscience de certaines choses. Mais il faut pas oublier que c'est un roi qui est quand même né dans la société d'ordre, et donc peut-être que même d'une manière subjective, l'inégalité sociale est quelque chose qui est normal, Bah oui, naturel mais- en fait. bien sûr. Même Ouais. si les ordres n'existent plus, pour la noblesse finalement, elle existe encore. Il y a plus les privilèges, mais dans leur tête, ce sont des personnes qui sont supérieures, donc qui vont faire travailler ces ouvriers. Et il y a la collusion, c'est ce que disait Kate Storm au début, entre la noblesse et la bourgeoisie, hein, qui va créer finalement cette haute bourgeoisie. Et donc, lui, il laisse faire ça, mais peut-être que dans sa tête, c'est quelque chose hein, qui est dans l'air du temps, qui est normal en fait. Je pense que ça, c'est Ouais. on pourrait jamais le savoir parce qu'on n'a pas d'écrit dessus, mais la survivance idéologique de la noblesse, c'est jusqu'au début du XXe siècle. Hein. Quand on regarde même les politiques dans la Troisième République, il y a encore pas mal d'anciens nobles. D'ailleurs, certaines assemblées sont encore monarchistes. Donc Ouais. ça doit être important. Donc il prend peut-être pas en compte ou il se rend pas compte. Et aussi, tu vois, Louis-Philippe, moi, il me fait penser, je sais pas si vous vous rappelez du film, tu sais, de Germinal avec Renault. Et fait. je sais pas si Par vous l'avez Dieu, en Miu Miu, tête. etc. Ouais, c'était un bon film, ça. Et tu sais, à un moment, Avec Gérard les, Depardieu. ouais, les prolos, ils vont envahir la maison des nobles. Ouais. Et tu sais, le bourgeois, il est en mode, mais vous n'avez qu'à économiser, tu vois. Et Oui. Je peux même te dire la phrase, mais il faut faire des économies, ma bonne. oui, et tu vois, lui Ça m'avait marqué cette. tu vois, quand tu penses à tes 18 ans de règne, que c'est long, hein, 18 ans, je veux dire, c'est plus long que François Mitterrand, par exemple. Quand tu penses à son long règne, il n'y a pas une mesure qui passe qui est en faveur de autre chose que la bourgeoisie ou de la noblesse, pas une. Et pour moi, de comment je le vois, je pense pas que c'est quelqu'un de bête, tu vois, intellectuellement. Non, c'est sûr que non. Je pense pas que ce soit quelqu'un de bête, c'est juste que lui, il est là il est là. Intellectuellement, c'est quelqu'un de très vénal. Au moment où il prend le pouvoir, on avait parlé dans l'émission d'avant du fameux milliard des immigrés, il en prend plus de la moitié. Hein. C'est l'homme le plus riche de France. Et donc pour lui, l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il se bagarre beaucoup pour récupérer ses biens, etc., etc. Et je pense que lui, bah t'es pauvre, et bah t'as pas le droit de voter ou t'as pas le droit de parler. Et c'est pour ça que les lois électorales, c'est pas du tout des lois, c'est pas le suffrage universel comme nous on connaît. Hein. C'est censitaire. Donc c'est pour ça que je le juge durement parce qu'il est balayé par ce qu'il a semé. Tu vois ce que je veux dire? Intéressant. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. Messieurs, il est peut-être temps de le classer, si vous êtes d'accord. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? On classe. Ouais, il laisse quand même c'est le début de l'historiographie à son époque. Alors il y est pour quelque chose certainement un petit peu, hein, mais il y a des grandes histoires de France qui commencent à sortir, des sociétés d'histoire, et puis il transforme Versailles en musée, c'est ce que disait Kate Storm. Hein, donc il y a un petit legs, mais au final, parce que je reviens vite fait sur le legs, ce que je disais, la monarchie de Juillet, c'est plus les grands personnages que Louis-Philippe. C'est plus Adolphe Thiers, François Guizot que Louis-Philippe. Donc finalement, le leg, il est pour moi assez minime
par rapport au charisme entre guillemets du monarque. Il y a un leg particulièrement néfaste, c'est que Louis-Philippe, c'est le grand-père de ce FDP de Léopold II. Alors les auditeurs vont me dire, mais c'est qui Léopold II? C'est le roi des Belges, l'un des pires êtres humains que la Terre ait porté, tu vois. C'est vraiment le... Quand même, c'est la mesure de Kate Storm toujours, hein, vous voyez. C'est franchement, si je devais le classer, Léopold II, je lui mettrais la lettre Z, tellement c'est un fils de pute. Et du coup, moi déjà, si t'es son grand-père, donc si t'as contribué à sa naissance, je te mets 3 points en moins. Franchement, Léopold II, c'est de la même catégorie, je sais pas si vous êtes d'accord ou moi, c'est la même catégorie que Adolf Hitler ou des trucs comme ça. Hein. Il en est pas loin, vraiment, il en est pas loin. C'est l'un des mecs les plus infâmes que l'histoire a écrit. Terrible ce qu'il a fait. C'est des dingueries. Donc, rien que ça, je lui mets, ça va être très néfaste pour lui. Et, vous voyez, ranking, c'est le classement dans le classement. Il y a des sous-classements dans le classement. C'est un univers qui est riche par contre, qui est fait de poupées russes. Il est S tier niveau roue-flaquette. Je sais pas ce quoi leur délire avec leur roue-flaquette claquée. Et je me demande si à l'époque, c'est du lourd, hein. C'est la mode de l'époque. Kate, on avait dit pas le physique. Alors, c'est vrai qu'on a oublié, il laisse un leg quand même, c'est sa caricature en forme de poire. Ouais, Chose que ça, la poire, c'est quelque chose, donc on se moque beaucoup de lui. Et effectivement, il a une belle roue-flaquette et apparemment, c'était le portrait craché de Louis XIV. Ouais. Presque. Ouais. Bah, c'est chelou parce qu'il est même pas, il descend pas Louis XIV, il descend Louis XIII. Ouais, mais il doit avoir, je sais pas, moi, c'est de quel, de toute façon, c'est vu qu'ils sont tous consanguins, il doit avoir forcément des liens, il doit forcément avoir des liens quelque part. Bah, et c'était le portrait craché de Louis XIV. Parce que donc, bon. Louis-Philippe, il descend de Gaston. C'est le ref de Louis XIV. Enfin bref, tu me diras, c'est dégénéré. C'est ça. Il y a forcément des chromosomes. Ouais, ils n'auraient pas l'air beaucoup. Des chromosomes. Non, je dirais l'inverse, ils en ont trop des chromosomes. Ah, c'est ça. Bon, messieurs, quand vous aurez fini de parler du physique de ces braves personnes, est-ce qu'on va pouvoir enfin classer notre roi? Et d'ailleurs, c'est l'heure, il est temps de classer. On classe tout de suite Louis-Philippe. C'est parti. Alors, Kate. Pour moi, comme je disais, il meurt pas sur le trône, il permet pas à son héritier de lui succéder, donc c'est sûr, c'est pas un bon roi. Il va avoir beaucoup d'instabilité politique pendant son régime, tous les ans des crises. Un roi avec une légitimité faible, il arrive à se maintenir parce que je pense pas qu'il est bête. Il fait pas de guerre à la con. Il se rapproche de la puissance numéro 1 qui est devenue le Royaume-Uni. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est une période assez faste sur le plan artistique, mais l'ineptie de ces politiques économiques et qui s'entourent de vrais gangsters en tant que Premier ministre, vont être les causes directes de sa chute. Donc pour moi, il est l'artisan responsable, le premier artisan de sa chute, c'est ces lois. Donc moi, je vais partir sur un D, et parce que c'est le dernier roi de France. C'est le dernier. C'est-à-dire... D comme dernier, quoi. Voilà, D comme dégénéré. Bon, Stanislas, toi, donc là on est dans du D. Est-ce que tu rabaisses un peu là-bas? Est-ce que tu la remontes? Est-ce que tu voulais le mettre en B? Oh non, je pense pas. Non. Est-ce que tu voulais plutôt le mettre du côté du S? Non. Et c'est le grand-père de Léopold II, rien que pour ça. Ça doit être, en ce moment on est souvent d'accord, ça m'inquiète un peu. Heureusement, on va un peu plus se bastonner sur le tango encore une fois. Ouais, là ça va. Ouais, là, je suis en train de le prendre par la taille, là, Kate. J'espère que c'est brossé les dents. Donc je vais être d'accord avec lui. Hein, je vais partir sur un D aussi, pour les mêmes raisons. Hein, et parce que quand je vois ce qu'on a mis en C, surtout un, je peux pas le mettre non plus à la même enseigne. Donc je pars aussi sur un D. Je suis d'accord.
Bah, on va transformer le ring, hein, c'est pas possible. Hein. Maintenant, ça va être une piste de danse. C'est franchement, je suis presque gêné de cette situation. Si vous voulez, je m'en vais. Hein, je vous laisse, hein, les gars. Il y a pas de souci. Hein. Stanislas, un lit en forme de cœur avec des miroirs au plafond. Je vais mettre des petits pétales partout. Et on écoute. Non, mais c'est pas possible. Là, c'est côté 1848 Mais en même temps, manifeste qui nous réunit là. Tous les schlags du 19e siècle là qu'on est en train de voir, s'ils avaient été bons, la monarchie elle aurait continué. Hein. Bah c'est ça. C'est ça le truc, c'est que le pays, moi je pense que tu me diras ce que tu en penses. Le pays, je pense qu'il est monarchiste jusqu'environ 1880. À peu près. C'est pour ça qu'ils élisent Louis-Napoléon Bonaparte président. Hein. Mais même après Napoléon III, ils sont encore chauds de la monarchie. Bien sûr, ils sont encore chauds. Mais si les républicains n'étaient pas si agressifs, la monarchie serait restée. Hein. Là, on a le fond du panier. Hein. C'est vraiment... c'est pas les meilleurs qu'on est en train de faire là. Non, là, on est sur... on racle là. Tu me notes Kate Storm Louis-Philippe en rang D, il me semble, s'il te plaît. Nous attendons. Tu serais d'accord avec nous ou... Complètement, oui. Non, mais ça c'est sûr. Après, en plus, voilà, moi c'est dès l'instant où finalement tu te laisses aussi emporter par ce que tu sèmes, quelque part t'es plus un vrai roi, ou alors, si t'as pas les coronesses pour réussir à gérer la situation, ou que tu voilà, sachant qu'en plus c'était un roi qui a beaucoup voyagé, qui a vu des choses, etc. Tu te dis, ça aurait pu être intéressant, parce que tu vois, t'étais pas monocentré sur ta situation, tu pouvais voir ce qu'il y avait à côté. Et c'est dommage de faire ce genre de choses, quoi. Enfin, ouais, non, complètement. Moi, pour moi, c'est pas, c'est. Oui. Et en plus, je vais revenir sur une chose. On peut. Je vais revenir sur on n'en a pas trop parlé de ce roi-là, mais je reviens sur Napoléon, par exemple, qui a tenté les choses quelque part et qui chute parce qu'il tente. Lui, finalement, il essaie de survivre dans un marasme, c'est-à-dire essayer de s'adapter pour être le plus longtemps possible. Alors c'est comme ça que je le ressens. Et dès l'instant où finalement t'es mitigé, t'es dans du grisouille, bah tu sers pas à grand-chose, et c'est ce qui fait que finalement ta monarchie elle plonge parce que t'as pas essayé, quoi. Enfin, selon moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que depuis Louis XVIII, on se rend compte qu'on rentre dans la politique entre guillemets moderne, hein, la politique plus politicienne, même si c'est pas celle actuelle avec la communication, etc. Mais effectivement, c'est beaucoup plus politique qu'avant. C'est vrai. Et lui, il incarne ça, cette recherche permanente du compromis, parce que le problème de départ, c'est qu'il est pas vraiment légitime. C'est vrai aussi. Mais c'est ça la différence aussi, c'est que les rois d'avant sont beaucoup plus légitimes. T'es là, c'est normal, donc tu te sens au-dessus des autres. Là, tu es parmi les autres aussi quelque part, et du coup, t'essayes d'y rester. Enfin, selon moi, enfin. Ouais. Ouais, c'est ça. Lui ne tient pas son pouvoir de Dieu, il tient son pouvoir de l'Assemblée, donc c'est complètement indifférent aussi. Ça change de Dieu, hein, quand même, hein. Bah ouais, c'est un peu moins fort, hein. C'est beaucoup plus contestable entre guillemets. Pour la société de l'époque, j'entends bien. Hein. T'imagines François Hollande, il aurait été président de droit divin, les bars. Ouais, ça aurait été mieux que Nicolas Sarkozy quand même. Alors, il faudra qu'on arrive à les inviter un jour quand même au ranking. Je serais curieux, ça serait sympa de débattre avec eux. On essaiera d'en avoir un. François Hollande, je pense que tu peux débattre. Il est intelligent, je pense qu'il est plus cultivé que nous, lui, je pense. Hein. Sarkozy, si quelqu'un... je crois que c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je pense que non plus. Écoutez, en tout cas, si quelqu'un a le numéro de François Hollande, qui peuvent nous le passer, hein, les auditeurs, nous on veut bien l'inviter, ça serait sympa. Hein. On taillera le bout de gras avec lui. Attention à ce que tu dis sur le bar. C'est quoi la prochaine émission? On invite Henri Guénaud, c'est quoi? C'est tous les cassos de France, on va les inviter, quoi. On a invité Jacques Attali. Bon, écoutez, il nous reste plus qu'à conclure cette émission en vous remerciant d'avoir écouté. N'hésitez pas vous-même à classer le roi, hein. Vous pouvez le mettre plus haut, vous pouvez le mettre plus bas, c'est vous qui choisissez, bien évidemment. On sera d'accord avec vous. Vous venez sur le Discord pour en parler. Nous, on va vous souhaiter de bonnes fêtes parce que ça sera la dernière émission de l'année, hein, bien évidemment, parce qu'on s'approche petit à petit de Noël, des fêtes et tout. On a vraiment tous besoin un peu de repos pour attaquer dans de bonnes conditions à la rentrée pour poursuivre nos rois. Il nous en reste quelques-uns là qui vont nous faire plaisir et après on va changer de siècle. Là, il va falloir recontextualiser et puis peut-être partir sur des choses un peu peut-être plus obscures. On verra. On ne sait pas.
n'a pas encore réfléchi par rapport à ça. En tout cas, merci à vous d'avoir écouté Rankings. Kate Storm, je te souhaite de bonnes vacances. Tu es en vacances, Kate Storm, moi sur moi. Toujours en vacances. D'accord. Et bon, Stanislas, tiens, je lui pose même pas la question parce que lui, je pense que il est en vacances, Stanislas. Toujours en vacances aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On sent dans la voix claire qu'il est quand même beaucoup plus en forme que d'autres. Hein. C'est parce que je suis réveillé depuis plus longtemps que vous, c'est tout. Ouais, mais pourquoi? C'est parce que tu étais moins fatigué que nous. C'est Attends, pas fou. Tu rigoles quoi. Mardi, il a travaillé 2 heures. Il est éclaté. Il est au bord du burn-out. C'est ce que je me suis dit hier. J'avais plus de jus. Il a les burnes qui sont out. Bon, merci à tous et puis à la prochaine. Salut. Merci à toi. Salut.